on accueille Didier Villot. Bonjour Benjamin, tu vas bien? Ça va bien et toi? Est-ce que l'Internet marche mieux chez toi? Écoute, ça semblerait, alors se poser la question, ça va, c'est important quand on doit évoquer un sujet de santé, n'est-ce pas? Effectivement. Et puis évidemment, on est tous différents et on y répond tous de manière différente, y compris les grands auteurs. Je pense que c'était une private joke là-dessus. Toi, tu as voulu aujourd'hui aborder, enfin ça fait quelques jours qu'on sait que tu vas aborder ça. Enfin, moi je le sais, ils ne savent pas eux. Sauver des vies, à quel prix? Tu as donc un propos à nous livrer et qui sera toujours riche comme d'habitude. J'ai hâte de t'entendre. Ah oui, tu veux que je démarre comme ça, oui, Ah bah sans, alors, oui, à froid. oui, peut-être que tu as entendu parler de l'expression la santé n'a pas de prix. C'est une expression qu'on entend souvent dans notre quotidien pour justifier le fait que on doit tout faire pour la santé de la population, pour la santé des individus. Et ce que certains aussi opposent face à ça, c'est bah oui, c'est vrai que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, si la santé n'a pas de prix, il faut pour autant ne pas s'empêcher de poser des questions. Combien coûte le système de santé? Parce que ce système de santé, pour les trois quarts, il est financé par l'argent public, par nos impôts, par nos cotisations sociales. Et donc, la question que les économistes de la santé se posent déjà maintenant depuis 30 ou 40 ans est une question qui est vraiment associée à la démocratie et qui consiste à dire mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent par rapport à l'état de santé d'une population. D'où cette thématique qui m'est venue à l'esprit en discutant avec toi, notamment avec la question qui était posée sur le coût des traitements aujourd'hui, où on voit des propos absolument contradictoires, on voit tout et son contraire sur le prix de tel médicament, le coût d'un masque, le fait qu'il faut absolument sauver des vies humaines. Ben, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que, dans le fond, on peut mettre quelques propos un peu scientifiques, un peu objectifs, non pas pour forcer la décision ou le jugement de chacun, mais pour essayer de permettre à chacun justement de se faire son avis un peu éclairé sur ce sujet. Alors, juste quelques chiffres comme ça pour savoir de quoi on parle. Le- la France, elle dépense 200 milliards par an pour son système de santé. C'est pas rien. Ça représente 11,6% du PIB, donc de la richesse produite par le pays. Alors, pour toi, Benjamin, ça fait 3 000 euros par an, pour moi aussi. Et si tu prends une famille avec donc deux parents, deux enfants, on est à 12 000 euros par an. C'est comme si au 1er janvier, tu achètes une petite voiture, 12 000 euros, tu roules avec pendant l'année, le 31 janvier, 31 décembre, tu la craches, mais tu n'as aucune indemnité, aucun retour, et le 1er janvier, tu redémarres avec une nouvelle voiture. Donc, ça veut dire que ce n'est pas anodin, ces histoires-là. Ça veut dire qu'on dépense déjà beaucoup pour notre santé en France. Et pourquoi? Ben, c'est très bien. C'est parce que la France est un pays riche. Il y a des pays dans lesquels on ne peut pas se permettre de dépenser pour sa santé parce qu'il faut déjà dépenser de l'argent pour manger, tout simplement. Et que la santé, ça arrive peut-être après des éléments plus fondamentaux comme la nourriture, le logement, etc. Donc, quand un pays dépense beaucoup pour sa santé, a priori, c'est plutôt bon signe. C'est le signe d'une relative prospérité. Sauf que dans ces histoires-là, il y a des pays qui dépensent plus que d'autres, mais quand on les rapproche des résultats de santé des individus, on se rend compte que c'est mauvais. Et vous avez un super contre-exemple comme ça, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, on dépense 18% de la richesse du pays pour sa santé, et on a des indicateurs de santé de la population qui sont parmi les plus mauvais de l'OCDE. Ça veut donc bien dire qu'il ne suffit pas de dépenser beaucoup pour avoir une population en bonne santé. L'inverse est vrai, si on est en dessous d'un certain seuil, constitue autour de, aujourd'hui pour les pays de l'OCDE, autour de 10% de la richesse du pays, bah, on n'a pas quelque chose non plus de correct. Alors, à partir de là, bah, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que finalement, il y aurait des systèmes qui soient plus justes que d'autres? Donc, la question du prix, elle renvoie à l'idée qu'on se fait de la justice dans un pays.
Tu peux, par exemple, dire, ben, nous, on est un pays hyper égalitariste. Donc, on va considérer que chacun, au cours de sa vie, dispose d'un capital santé qui s'exprime avec une somme d'argent. Et puis, ben, libre à chacun de le dépenser. Et puis, si tu arrives au bout, ben, tu n'es plus pris en charge par la collectivité publique. Ça, c'est l'approche hyper égalitariste. Donc, tu, si on considère qu'on est à 3 000 € par an pour une personne, ça va faire en gros 250 000 € sur une vie. Alors là-dedans, il y a des gens qui vont effectivement pas les dépenser, et puis d'autres qui vont en dépenser beaucoup, beaucoup plus parce qu'ils sont plus malades. Donc, question, est-ce que ces gens-là, il faut continuer à les soigner même s'ils ont déjà coûté beaucoup plus cher à la société? Bah, tu as des pays comme le Royaume-Uni, par exemple, où eux, ils n'ont pas eu d'état d'âme avec leur système public de santé, qui est pourtant un des plus anciens qui a été mis en place quelques années avant la France. Et où ils ont dit, à un moment donné, il y a 20 ans, bah, écoutez, les personnes qui sont atteintes de tel type de maladie, bah, on arrête de les prendre en charge parce que ça ne vaut pas le coup. Donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, par exemple, ne pas avoir de sclérose en plaques parce que on va te dire, bah, écoute, c'est pas la peine, quoi. Bon, c'est un peu dur à accepter ce principe d'égalité stricte. Alors, il y a un autre principe en face qui essaye d'exprimer ce qu'on appelle donc cette idée de justice par rapport au système de santé. Et c'est pas l'égalité, c'est l'équité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équité? Ben, ça consiste à penser un système de redistribution des ressources qu'on consacre à la santé selon des critères qui ne sont pas égalitaires. Ça peut correspondre, par exemple, au fait de se dire, ben, on va redistribuer à chacun selon ses besoins. Ah, génial! Parce que ça voudrait dire qu'en fonction des besoins des uns et des autres, ben, la solidarité s'opère et puis de la même manière, eh bien, on aura peut-être une société plus juste et plus équitable. Alors, quand un pays est en pleine croissance, ça pose pas de problème, cette redistribution selon les besoins, on peut s'assurer cela. Mais quand un pays se trouve dans une difficulté, par exemple parce qu'il y a de la récession ou parce que la croissance économique est insuffisante ou parce qu'il y a une crise majeure imprévue, eh ben, on est soumis à faire des choix. Pour le dire autrement, la question aujourd'hui à laquelle on est confronté pour le Covid-19 est malheureusement une question relativement simple. Le coût des masques est complètement dérisoire, donc c'est pas un sujet. C'est un problème d'anticipation, on l'a bien vu. Si le coût du traitement de la chloroquine était 10 000 fois plus élevé, on pourrait se poser la question. Mais là, c'est pareil, c'est pas un sujet. Pour quelques dizaines d'euros, on pourrait en théorie soigner les gens. Donc, dans la crise que nous vivons actuellement, on est profondément bouleversé par rapport à nos repères parce que jusqu'à présent, les thérapeutiques qui pouvaient sembler être les plus innovantes et les plus efficaces étaient également les plus coûteuses. Et là, aujourd'hui, on est confronté à quelque chose d'inédit, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de coûteux, on est dans un traitement qui est finalement accessible à tous, mais simplement, on ne sait pas le produire. Ce qui veut dire que l'explication du confinement que l'on peut avoir aujourd'hui en France relève beaucoup plus d'une problématique d'approvisionnement et d'abandon du système de production que l'on a mis de côté depuis une vingtaine d'années qu'un problème lié au coût. Et d'ailleurs, si vous avez entendu les discours de nos politiques, jamais ils n'expriment la question du coût. Et sur cette affaire-là, je pense qu'ils sont sincères. C'est-à-dire on n'est pas à quelques dizaines ou quelques centaines de millions près sur un coût total de 200 milliards, comme je l'évoquais. Donc, aujourd'hui, la problématique, c'est la question de l'urgence. Si on est confiné, c'est parce qu'on n'est pas capable de proposer des solutions logistiques qui permettraient à tout un chacun d'avoir un système de santé plus ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on retombe sur le problème de l'égalité que j'évoquais tout à l'heure. Globalement, on est obligé de jouer sur le curseur de l'équité en sélectionnant un système de soins focalisé sur un certain type de population parce qu'on n'est pas capable de proposer un système global à tout le monde. Mais ce n'est pas forcément la faute au gouvernement actuel. Ce n'est pas non plus la faute au gouvernement précédent. Ces histoires-là, elles sont liées à une représentation que l'on se fait de l'efficacité du système de santé depuis plus de 30 ans, gauche et droite confondues. Depuis
globalement la fin des années 90, on a voulu se laisser croire, tous en Occident. Il n'y a pas que la France qui est concernée par ça. On a voulu tous se laisser croire qu'un système de santé, ça devait être mesuré sur des critères d'efficacité correspondant au marché. Et donc, quand tu veux mesurer l'efficacité d'un hôpital par rapport à des critères liés à un marché, ben, tu introduis des questions d'optimisation de stock, tu mets en place du lean dans cet hôpital, tu vas effectivement essayer pour payer la technologie de réduire tel ou tel effectifs ou des nombres de lits, ce qui veut dire qu'on a un système de soins aujourd'hui qui est hyper performant pour soigner de l'activité récurrente, mais qui est complètement à côté de la plaque pour gérer une crise sanitaire. Et ça explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et je crois que dans ce cas-là, il ne faut pas forcément chercher à identifier de prétendus coupables ou de prétendus responsables. C'est notre société occidentale dans son ensemble qui, à un moment donné, a considéré que ben, on dépensait suffisamment pour notre santé à ce niveau-là et que, partant de là, ben, il y a peut-être des choix à faire. Alors, tu peux poser la question du sacrifice des personnes âgées aujourd'hui par rapport à la population dans son ensemble. C'est une vraie question. Et c'est abordé sans tabou en Amérique d'ailleurs, hein, quasiment. Oui, mais à la différence près que l'Amérique met en avant dans derrière l'idée de justice que j'évoquais au départ, elle met en avant le critère économique. Or, la grande différence avec l'Europe, c'est que, heureusement pour nous, c'est le facteur humain qui est mis en avant. Donc, on ne peut pas encore aujourd'hui explicitement dire, comme comme on a pu l'entendre dans la bouche d'un gouverneur américain, on ne peut pas dire qu'en gros, il faut sacrifier des vies pour le principe, pour l'économie. Ça voudrait dire à ce moment-là qu'on serait dans une économie non vitale, ou en tout cas anti-humaniste. Et à ce moment-là, tu vois bien derrière cet exemple qu'on est bien renvoyé à une question de valeur. Alors là, on touche quelque chose qui est hyper intéressant. C'est que jusqu'à présent, j'ai parlé du prix, euh, j'ai parlé du coût, et je commence là donc à parler de la valeur. Alors, quand on parle de la valeur au singulier, c'est la valeur économique. Que vaut une vie humaine? Est-ce que la vie d'une personne âgée, ça vaut plus ou ça vaut moins que la vie d'un jeune enfant? Ben, en Ou la fait, vie ça d'un dépend. Chinois ou d'un Africain. Oui, on peut aussi introduire le critère lié à la civilisation. Eh ben, tout ça dépend en fait des critères culturels. Ça va dépendre du pays dans lequel on est. Dans certains pays, on considère qu'une personne âgée, c'est une bibliothèque vivante et que, à ce titre-là, elle a un prix, elle a une valeur, pardon, qui est immense. À l'inverse, un petit jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas encore fait ses preuves. Donc, si on doit juger de sa valeur uniquement par rapport au potentiel, bah, dans certaines cultures, c'est pas quelque chose qui va compter. Donc, tout ça pour dire que ces critères que nous avons aujourd'hui, la tentation qu'on pourrait avoir dans certains pays est une tentation vis-à-vis de laquelle il faut se méfier fortement parce qu'en fait, elle est très relativiste sous couvert de critères qui peuvent sembler universels. Parce que tu peux aussi considérer que cette fois, non pas la valeur économique, mais les valeurs au pluriel portées par une société, eh bien, elles peuvent exprimer justement quel est le, le, le niveau réel d'humanité atteinte par cette société. Et aujourd'hui, nous sommes tous interrogés sur la capacité que nous avons à maintenir un investissement en temps, en argent, en, en capacité générale de production pour faire en sorte que on ne laisse pas les personnes les plus fragiles, parce qu'en fait, il s'agit de ça. Là, aujourd'hui, plus particulièrement les personnes âgées, mais la question, c'est un système de santé, doit-il privilégier les personnes les plus fragiles ou doit-il privilégier les personnes les plus productives dans une société? Si tu es dans une approche productiviste, il n'y a pas de problème lié à de la solidarité ou à la redistribution. On laisse les choses faire et on tombe dans une approche ultralibérale. En Europe, on a plutôt choisi d'autres systèmes et à titre personnel, je préfère plutôt ça. Mais tout ceci est discutable et relatif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'assumer l'argent que l'on consacre à notre système de santé, même si aujourd'hui, structurellement, on se rend compte
à cause des décisions qui ont été prises depuis une trentaine d'années, on se rend compte qu'il n'est pas adapté à une gestion de crise. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas efficace ou qu'il ne soit pas performant. Il est performant à partir des critères de performance que nous, dans notre démocratie, nous lui avons imposés. Exactement. Et on en arrive en droite ligne sur peut-être le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui. Je sais que tu as un avis assez tranché et éclairé, peut-être éclairant d'ailleurs, sur le fameux professeur Raoult, Marseille, le traitement qui marche, mais on n'est pas sûr. Mais alors comment on fait? Est-ce qu'on adopte le principe de précaution, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous prendre comme exemple pour ne serait-ce que nous faire avancer dans notre réflexion? Oui, il y a un débat très fort sur les insuffisances méthodologiques des études qu'il a réalisées et qui sont réelles. C'est-à-dire que si on se place d'un point de vue strictement scientifique, les études proposées par Didier Raoult posent problème. C'est-à-dire on n'est pas certain qu'elles soient totalement efficaces. Mais pour essayer de... Il faut comprendre qu'on n'est pas dans une situation normale, on est dans une situation de crise. Et dans une situation de crise, on ne peut pas appliquer non plus des méthodes normales. Je prends un exemple très simple. Quand tu prends l'avion et que cet avion a une panne de moteur, on propose aux personnes qui sont dans l'avion de prendre un parachute pour pouvoir se sauver. Mais si on voulait être vraiment rigoureux d'un point de vue méthodologique, il faudrait tirer au sort la moitié des gens euh, à qui on va équiper d'un parachute, l'autre moitié à qui on ne donne pas de parachute pour s'assurer, pour bien vérifier que le parachute est super efficace. Dans une situation de crise, je suis désolé, moi je préfère prendre le parachute, sauter, et puis j'aurai quand même peut-être plus de chances de m'en sortir que si je ne prends pas de parachute du tout. Eh bien, la problématique qui est posée aujourd'hui par la chloroquine et les traitements de Raoult et de l'IHU de Marseille, elle se résume à ça. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, dans cette situation d'urgence, à mettre de côté la moitié d'une population dans un essai randomisé pour s'assurer que le traitement est vraiment efficace? Moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on donne le traitement à tout le monde et puis on regarde après coup si effectivement il y a eu des résultats probants. Et dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux prendre le pari que les effets secondaires qui sont dangereux, certes, il faut peut-être mieux les assumer que pas de traitement du tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est mon point de vue personnel. Voilà, exactement. Et puis, la dernière fois que tu m'as parlé de cet exemple, c'était frappant, mais c'est assez peut-être réducteur de dire il y a un parachute, et donc c'est soit il n'y en a pas, soit il y en a un, et ce serait la chloroquine, le parachute. Peut très bien y avoir un parachute violet, un vert, un bleu, un jaune, qui arrive de manière distendue. Et en gros, bah, c'est quoi? C'est le marché du libre-échange, et tu prends celui qui t'arrange en couleur, et puis bonne chance. Ouais, ou dans un marché, dans une approche très libérale, on pourrait dire aussi on va mettre les parachutes aux enchères. Et puis, c'est celui qui a le plus de fric qui l'emporte. Ça pourrait être sympa comme système, non? Ouais, bah essayons. Mais tu as évacué dès le début de ton propos, le problème, ça, dans cette crise, n'est pas le coût des traitements. Ça a été le cas dans d'autres crises ou d'autres, voilà, ou d'accès. Là, c'est pas ça. C'est juste qu'on ne sait pas, il n'y en a pas. On Et peut puis, aussi rappeler, sans vouloir être anxiogène, et la Flex TV, c'est pas du tout ça. Là, on est juste dans le mode méta, on observe, que en plus, tout ce qu'on pourrait déduire du foyer de l'épidémie en termes de chiffres, de causalité, de machin, les infos ne sont pas vérifiées et pas vérifiables. Donc, on a du retard globalement. oui, on pourra simplement vérifier après coup qu'on s'est peut-être pas trop trompé ou qu'on a commis de graves erreurs. Mais dans ces idées-là, il y a vraiment, je crois, un vrai besoin de débat démocratique. Pas aujourd'hui, hein, parce qu'en ce moment, là, on est en plein dedans. Donc là, on est dans le temps de l'action, la moins mauvaise, pas la meilleure. Mais il y aura un besoin de temps démocratique pour plus tard pour se dire, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour que notre société offre un système de santé qui soit suffisamment équitable et juste. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être mis sur la table et ouvertement posé. Mais la question du prix dans ce système, elle répond aussi à ce que nous, au niveau de notre société, on est prêt à mettre dans nos hôpitaux publics. Et puis derrière le sujet du traitement, elle est relativement simple. Si demain ça te tombe dessus, ce que je ne te souhaite pas, et qu'on te dit mais est-ce que tu veux participer à un protocole de recherche, mais on te prévient, tu as une chance sur deux de ne pas avoir le traitement. Tu dis quoi? Tu dis oui, tu dis non, parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il y a un débat dans la communauté médicale
parce que toutes les méthodes de traitement de l'efficacité des thérapeutiques, elles reposent sur ces essais en double aveugle randomisés. Voilà. Mais est-ce que Placebo, nocebo, on va pas te le dire, tu ne sais pas. On va pas te dire que tu l'as ou que tu l'as pas, parce que sinon ça fausse voilà, aussi le test. on est d'accord, personne ne le sait. Mais ça, c'est aussi une manière euh, qui a fait ses preuves, une méthode qui a fait ses preuves historiquement. La question qui est posée aujourd'hui, c'est que face aux crises auxquelles on est confronté, et qui sont des crises quand même relativement récurrentes, on en a eu quand même quelques-unes, quel est le système de santé auquel il faut penser? Est-ce que c'est un système qui est capable de s'imaginer comme en gros une grosse usine hyper efficace? Est-ce que c'est un système qui doit réagir par rapport à des risques terroristes ou des attentats? Là-dessus, on était à peu près prêt. Ou est-ce que c'est un système qui doit favoriser le risque épidémique? Et tu vois que dans ces trois cas de figure, on a trois réponses qui sont complètement différentes. Et c'est extrêmement difficile de prioriser tout cela en même temps. On ne peut pas être malheureusement bon en tout. Et donc cette question du choix de société, si elle n'est pas assumée et portée au cours d'un vrai débat démocratique, elle ne peut pas être après justifiée et expliquée par rapport aux citoyens, parce que ce n'est pas acceptable pour personne. Voilà. Donc, concrètement, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie puisqu'il va falloir s'y mettre à dialoguer et à penser pour de vrai. Non pas court terme. Je voyais des exemples, je disais ce matin, des gens qui sont en train de se dire, bah oui, on ne peut pas nous demander de penser le monde de demain et penser le long terme quand nous, nos bonus et nos objectifs sont à la fin du trimestre. Et quelque part, on est en train de parler de ça avec toi là. C'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait? Un avis peut-être pour finir? Eh bien, on peut peut-être revenir aux fondamentaux. Il y a peut-être des activités dans la société qui ne doivent pas relever du monde marchand, tout simplement. Et je crois qu'il faut qu'on tire les leçons aussi de la sanctuarisation de certaines de nos missions par rapport à, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation. Eh ben oui, tout ne se monnaie pas, tout ne peut pas être réduit à un coût parce que derrière la valeur économique, il y a les valeurs fondamentales qui unissent l'ensemble des personnes qui font corps dans un pays. Et ça, c'est aujourd'hui probablement ce qui fait peut-être le plus sens et qui nous saute en plein visage parce qu'on l'avait peut-être un peu oublié. Yes, exactement. Donc, à la fois, on ne panique pas, on fait ce qu'on peut, on est solidaire, mais on n'oublie pas que plus tard, une fois que ce sera passé, et on espère dans le moins de temps possible, il y aura un débat de fond et il y aura des visions en tout cas et des arguments qui devront s'entrechoquer en ayant quelque part vécu un exemple grandeur nature, une sorte de répétition. Le mot est arrivé, répétition peut-être encore pire. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà. Merci Didier de tes éclairages et de ta profondeur en code d'études. Tu reviens quand tu veux sur l'antenne.